Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, quelles idées reçues la crise sanitaire a-t-elle battu en brèche? L'essayiste Guy Sormand publie chez Grasset Mon dictionnaire du bullshit. Bullshit, car idée reçue, c'était déjà pris par un certain Flaubert, auquel il rend hommage en introduction. Nous fêtons cette année le bicentenaire de sa naissance. Flaubert, enfant d'un siècle ravagé par les épidémies, les guerres et la révolte de la Commune, nous rappelle Guy Sormand, dont le projet, un inventaire des opinions chics, une collection de sottises, est à nouveau d'actualité. D'ailleurs, l'essentiel de cet ouvrage, écrit-il, a été rédigé sous l'orage du Covid-19, une suspension du temps propice à la méditation. Bonjour Guy Sormand. Bonjour. Et à l'introspection aussi, pas simplement à la méditation. Beaucoup d'anecdotes personnelles dans ce livre, de souvenirs, de petits pas, de partis pris, de grandes aventures. Ce n'est pas un dictionnaire, c'est le vôtre. Et d'ailleurs, c'est le titre, Mon dictionnaire. J'ai beaucoup hésité. J'aurais bien aimé l'appeler le dictionnaire des idées reçues, mais comme vous l'avez observé, la place était déjà prise. Après, j'ai pensé au le dictionnaire du bullshit, et c'est l'éditeur qui m'a dit non, c'est votre histoire. Et c'est vrai que la plupart des sottises que je dénonce, c'est parce que je les ai vécues. Donc c'est devenu mon dictionnaire, qui est bizarrement une forme de modestie. C'est-à-dire que je ne prétends pas que c'est le dictionnaire. Nul n'est obligé de se reconnaître dedans. C'est mon dictionnaire, donc c'est mon expérience des idées chics et fausses, pour reprendre le vocabulaire de Flaubert. D'accord, donc vrai ou fausse, vous n'imposez pas vos idées aux autres. D'ailleurs, vous êtes contre la pensée unique, c'est bien ce que vous expliquez dans cet ouvrage. J'invite à la contradiction. J'adore la critique et la contradiction. Il n'y a rien qui ne m'insupporte plus quand j'écris un livre que d'entendre des lecteurs ou des journalistes dire « je suis tout à fait d'accord avec vous, j'aurais pu l'écrire ». J'ai envie de leur dire « faites donc ». Donc là, je m'insurge contre ce que je considère être des idées à la fois reçues et fausses, mais cela ne veut pas dire que mes idées sont vraies. J'appelle à la contradiction, à la controverse, ce à quoi je m'oppose, c'est ce que Jean-François Kahn appelait la pensée unique, je pense, il y a déjà 20 ou 30 ans. Voilà, donc pour la diversité, pour une forme de pluralisme, vous êtes pour l'identité plurielle, on va en reparler, et pour les idées plurielles. Alors on a beaucoup parlé du monde d'après depuis un an, Guy Sormand. L'épidémie serait le fruit de nos mauvais comportements, le choc pandémique ne pouvant conduire qu'à une profonde remise en question. Est-ce qu'on vit un changement d'époque? On va rester peut-être là pour cette première question avec Flaubert, qui dans son dictionnaire, et vous le rappelez, écrit « époque », la nôtre, l'appelait époque de transition, de décadence. Et vous dites « quelle époque ne l'est pas » ? Nous sommes toujours en crise et nous sommes toujours en transition. Il y a vraiment un métier que je ne sais pas faire, mais d'autres le font très bien, c'est le prophétisme. Demain n'existe pas, par définition. Donc je ne m'aventure pas à faire des prévisions. Je dis simplement que analyser aujourd'hui, c'est déjà un temps plein, c'est déjà assez difficile, que les peuples ont toujours le sentiment d'être en crise. Je ne connais pas d'époque qui ne soit pas en crise. Toute époque est en transition et je ne m'aventurerai absolument pas à partager les postures de ceux qui disent plus jamais ça, tout sera différent. Et vous disiez... Est-ce que cette pandémie n'est pas le fruit de nos comportements ? Non. Il y a toujours eu des pandémies. L'ordinaire de la condition humaine est la pandémie. C'est-à-dire l'exception était la maladie individuelle. C'est-à-dire que nous avons cru que nos maladies étaient individuelles. Au mieux, nous avons une grippe, au pire, on a un cancer, mais on oublie que pendant des milliers d'années, les maladies les plus courantes étaient des maladies collectives. Donc nous vivons un épisode de la condition humaine. Et un retour au collectif, vous pensez, à travers cette prise en compte ou cette compréhension de ce phénomène collectif ? Oui, un retour au collectif, je l'espère, un retour à une certaine forme de solidarité, non seulement à l'intérieur des nations, mais entre les nations, mais surtout à cette prise de conscience, ce que je dis est un truisme, prise de conscience, je dirais, de l'interdépendance. On voit, vous citez la pandémie, il est clair que si tous les Français sont vaccinés un jour, mais que si tous les Africains ne le sont pas, eh bien, nous sommes condamnés à perpétuer la pandémie, y compris chez nous. L'interaction est constante.
Donc, je veux dire, le collectif est parmi nous. Toutes les époques sont toujours en crise, vous le dites. Est-ce que la Oui. particularité de notre époque, ce n'est pas aussi une crise du langage? Et est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes tourné vers un terme anglo-saxon, bullshit, pour nommer ce dictionnaire-là, Guy Sormand? Bah, c'est-à-dire que je cherchais l'équivalent contemporain de idée reçue. Et c'est-à-dire idée chic, mais fausse, ou réalité alternative. Alors on parle beaucoup de fake news, réalité alternative. Et il m'a semblé, parce que c'est le terme anglo-saxon, donc qui est courant en anglais aux États-Unis, etc. Où vous vivez une partie du temps. Je vis, c'est pas juste un peut-être, snobisme. je vis une partie du temps aux États-Unis. Je suis bicitoyen parce que j'adore le multiculturalisme et la multi-identité, donc j'essaye de le vivre aussi. Et on dit volontiers là-bas bullshit, c'est un mot très précis qui désigne, je dirais, une réalité qui prétend être vraie et qui en réalité est fausse. Donc je me suis dit, au fond, autant introduire le mot en français. D'ailleurs, il fait son chemin, je le rencontre de plus en plus souvent. Il n'y a pas de traduction exacte, hein. J'en donne quelques-unes. On dit boniment, vérité alternative. Non, je crois que le bullshit, c'est le bullshit. On va l'écouter quand même expliqué par l'un de ces théoriciens du bullshit. C'est le philosophe américain Harry Frankfurt. Ça consiste en un manque d'intérêt pour la différence entre la vérité et ce qui est faux. La motivation du bullshitter n'est pas de dire la vérité, ni même de dire des choses fausses. Mais son ambition est ailleurs. Et la question de savoir si ce qu'il dit est correct ou non est hors sujet. Le bullshitter n'est pas forcément un menteur. Il peut tout à fait penser que ce qu'il dit est vrai, et il peut ne pas songer que c'est faux. Je ne sais pas si le bullshit est plus répréhensible que le mensonge, mais c'est d'une certaine façon une menace plus insidieuse, parce que le menteur sait ce qu'est la vérité, et il cherche à éloigner les gens d'elle. Ceci montre déjà une forme de respect pour la valeur de la vérité. Le bullshitter, lui, n'en a rien à faire, et cela constitue une menace plus importante pour le respect de la vérité. Est-ce que l'époque est particulièrement favorable à cela, à ce bullshit tel que défini par l'auteur de l'art de dire des conneries? Parce que le livre a été traduit comme tel, le on-bullshit. Frankfurter que je cite, parce que c'est Frankfurter qui a fait passer le mot de bullshit, je dirais, il a fait passer de l'argot et il en a fait un concept philosophique. C'est-à-dire qu'il l'a vraiment défini, et je reprends une chose très importante qu'il a dite, le bullshitter n'est pas un menteur. Le menteur connaît la vérité. C'est ce qui lui permet de mentir. Le bullshitter se fiche éperdument de la vérité, ou plutôt sa vérité est l'équivalent de la vérité. Et je me suis demandé, dans la suite de Frankfurter, pourquoi la prospérité du bullshit. Et je crois que c'est très lié à, je dirais, au respect excessif de toute forme d'individualité. C'est-à-dire que je dis 2 et 2 font 4, ou je dis 2 et 2 font 5. Vous n'allez quand même pas me contredire, parce que si vous me contredisez, vous m'insultez. Donc je dirais que l'individualité est devenue supérieure à la vérité. Donc il y a une sorte de climat de l'époque qui fait que par un respect excessif de la sincérité, parce que le bullshitter peut être sincère dans son mensonge, respect excessif de la sincérité, vous avez une perte de la prééminence ou du droit de citer de ce qui est vrai par rapport à ce qui n'est pas vrai. Donc le vrai et le pas vrai sont devenus l'équivalent avec les meilleures intentions du monde par respect de l'autre. Et ce glissement, il a eu lieu quand ? Oh, écoutez, il a été très favorisé, ce que je dis est évident, par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous aviez une sorte de filtrage de la connaissance qui passait par l'éducation, l'école, les universités et les médias. À partir du moment où tout est média, disons l'émergence des réseaux sociaux, donc ma vérité, ou plutôt mon absence de vérité, non seulement vaut la vérité, mais au surplus, je l'exprime. Je l'exprime, je la répercute à l'infini. Donc, comme souvent d'ailleurs dans l'histoire des idées, on sous-estime l'importance de la technique. Vous savez, sans la presse à papier, il n'y aurait pas eu la Bible à portée de tous, et donc il n'y aurait pas eu Luther. Donc, d'une certaine manière, les réseaux sociaux constituent une révolution technique qui contribue à une révolution intellectuelle dont on se réjouit ou pas, mais le phénomène bullshit est la conséquence d'une révolution technique. Les intellectuels ont toujours tendance à ignorer que l'innovation technique précède souvent
la novation philosophique. Vous avez quand même tendance à penser que nous avons besoin de croire aujourd'hui, et particulièrement besoin de croire ensemble, d'où cette pensée qui s'uniformise, qui s'homogénise aussi, Oui. Guy Sormand. Et ça, c'est mon autocritique, parce que moi, je viens du libéralisme du XVIIIe siècle, donc je viens de très très loin, donc avec un culte de l'individu et un culte de la raison. Et plus le temps passe, plus je constate que les libéraux classiques ont manifesté une grande indifférence et une grande ignorance au mythe collectif. Edgar Morin, que je cite, dit cela de manière très, très juste. Il dit « Les mythes sont des objets réels ». Donc la passion, que ce soit une passion religieuse ou une passion nationale, la passion est un élément de la vie sociale que les libéraux ont toujours sous-estimé. Et donc vous arrivez aujourd'hui à ce que se constituent des foyers de bullshit qui permettent à une population de se rejoindre autour de ce qui est à l'évidence un mensonge. Didier Raoult, par exemple, c'est un cas tout à fait exemplaire. Il ne s'agit pas de savoir si Didier Raoult a tort ou raison, s'il est menteur ou pas menteur. Je constate qu'il suscite une passion, que cette passion est un fait réel. Alors, que je la regrette ou pas, n'élimine pas le fait qu'elle existe. Une passion qui est un fait réel et qui veut dire quelque chose aussi. Passion bien sûr, toute passion veut dire qu'on ne se satisfait pas de la rationalité et qu'on considère que la rationalité est un appauvrissement. Et que la connaissance est un appauvrissement. C'est-à-dire que l'effort que suscite la connaissance pour éviter le bullshit est considéré comme une atteinte à mon droit. Donc là, on est dans c'est respect, comme disent les jeunes, on est dans l'excès du respect ou la conséquence du respect. Donc, encore une fois, je ne juge pas, moi je constate. Mais alors, vous évoquez notre besoin de mythes, et c'est vrai que toutes ces mythologies contemporaines, elles peuplent votre dictionnaire du bullshit, Guy Sormand. Il y a Didier Raoult, mais aussi Sainte Greta, comme vous l'appelez, les Gilets jaunes, MeToo, Wikipédia, le CV, la baguette, Jeff Koons, ce grand artiste contemporain qui trouve sa place. C'est pas un artiste, c'est un industriel. Oui, dans votre dictionnaire, au même titre que le mot gluten. Toutes ces mythologies contemporaines, elles sont autant de signes des temps, et elles montrent une même tendance. Une tendance à quoi pour vous aujourd'hui, Guy Sormand ? C'est un air du temps qui refuse le temps. C'est-à-dire que si l'on cherche un point commun entre toutes ces mythologies, premièrement, c'est un besoin de mythologie, donc c'est un besoin de rassemblement. Contre une société qui se disperse sous le choc de ce qu'on appelle vulgairement la mondialisation et le multiculturalisme. Donc c'est un refus aussi du changement de rôle. Il y a un aspect très important dans le bullshitisme, c'est le refus du féminisme, le refus de l'égalité entre les sexes et le refus de l'égalité entre les cultures. Vous constaterez que la plupart de ces mythologies sont des mythologies réunificatrices et réactionnaires qui nous disent c'était mieux avant, on était ensemble, entre hommes, entre femmes, entre blancs, entre noirs, et on voit ça en politique, si vous voulez, que ce soit les États-Unis ou la France, vous avez beaucoup de phénomènes qu'on qualifie d'extrême droite, mais qui sont en fait des formes de revanche du mâle blanc contre la libération des femmes. Ça, c'est une dimension très claire et qu'on ne dit pas de manière assez forte. Le djihadisme, le djihadisme n'a aucun rapport avec l'islam, mais il a un rapport très profond avec le féminisme. J'ai écrit par ailleurs, c'est que le djihadisme, le point commun entre tous les djihads, c'est la haine des femmes et la haine de la libération des femmes, si vous voulez. Et ça suffit, non, je voulais... phrase suspendue. Vous évoquez cette tentation identitaire aussi, à travers notamment la mondialisation, qui a été vécue ou par beaucoup comme une violation de ce que vous appelez cette seule possession, cette source de tous les droits qu'est l'identité. Beaucoup se sont repliés vers ça et s'y sont accrochés. Vous avez, et vous menez, une fois encore, c'est pas dans ce premier ouvrage, dans cet ouvrage-là, ce n'est pas le premier, je veux dire, une réflexion autour de l'identité, d'un point de vue qui est intéressant à rappeler, puisque vous êtes, vous, l'enfant d'apatrides. Vos parents étaient originaires de Pologne, juifs, devenus apatrides. Quelle approche
ce parcours de vos parents vous a donné de cette question de l'identité? Ça, on ne peut pas éviter d'être l'héritier de sa famille. Enfin, j'ai longtemps nié d'ailleurs cela, en me disant non, cette histoire familiale ne m'intéresse pas. En réalité, elle est tout à fait déterminante. Je crois que j'ai hérité de mes parents, malgré moi, hein, sans le vouloir véritablement, ce goût de la multi-identité. J'ai souhaité devenir américain. Rien ne m'y obligeait. Je suis devenu américain parce que mon père, en 1933, fuyant le nazisme, voulait devenir américain. Il n'a pas pu, on lui a refusé, les frontières étaient fermées. J'ai dit, tiens, je vais poursuivre le parcours et je vais devenir américain, je vais avoir 2 passeports. Si je peux en avoir 3, d'ailleurs, je serai encore plus ravi. Donc le multiculturalisme, c'est ma réaction personnelle à la patrie, c'est-à-dire à l'éjection de toute identité, celui dont furent victimes mes parents. Autre héritage plus fondamental, à mon avis, peut-être même moins superficiel, c'est une terreur panique, disons, du totalitarisme, de ce que les États laissés à eux-mêmes peuvent devenir. C'est-à-dire, toute ma famille a été victime de formes multiples de totalitarisme. Mon père a fui l'Union soviétique, le communisme, le bolchevisme, il a fui le nazisme, il a fui le régime de Vichy. Donc, on m'a accusé d'être libéral et ultralibéral. Qu'est-ce que ça veut dire être libéral et ultralibéral? C'est vivre dans une sainte frousse de ce que l'État peut tout d'un coup verser sous un prétexte ou sous un autre dans l'oppression généralisée. D'ailleurs, une de vos définitions les plus courtes, c'est celle du communisme. Hein. Est-ce que je vais réussir à feuilleter le livre suffisamment vite pour la retrouver? À la lettre C. Mais j'ai pas l'impression que vous mettiez les choses vraiment dans l'ordre. Attendez, non, là, parfois je m'amuse. Oui, c'est ça, vous m'avez rendu la vie difficile. J'aurais dû le noter, je vais la retrouver. Vous vous en souvenez par cœur? Je dis que le communisme, ou le parti communiste, est toujours se vanter de l'avoir quitté et oublier la raison pour laquelle on y est entré. Voilà, de l'avoir quitté à temps, en tout cas. Voilà, il faut toujours l'avoir quitté à temps, mais on ne sait pas pourquoi on y est entré. Ceux qui quittent ne disent pas pourquoi ils y sont entrés. Comment faire pour se trouver une identité, se doter d'une identité qui ne soit pas figée? Parce qu'on a l'impression que c'est devenu aussi un peu votre combat intellectuel, oui. Votre combat personnel, vous le dites, hein, c'est l'identité contre les identités. Vous avez toujours fait en sorte de vous remettre en question, de commencer ce que vous appelez cette autocritique assez vite, pour ne pas vous laisser vous-même, ne pas vous auto-enfermer dans une identité. Premièrement, j'ai commis pendant des années l'erreur de sous-estimer ce que l'identité représentait pour les gens. Mais pas pour vous-même, ça vous en avez pris conscience assez vite. Pas pour moi-même, mais pour les gens, je me suis aperçu que souvent je sous-estimais leur passion nationale ou leur passion religieuse ou leur passion identitaire, qui était au fond une forme de mépris, parce que l'identité, c'est ce que vous possédez et qu'en principe, on ne peut pas vous retirer. Bon. Ensuite, parce que j'appartiens à la catégorie dite des intellectuels, terme que je déteste et j'explique pourquoi je le déteste. L'intellectuel, c'est une personne qui parle de ce qu'il ne connaît pas. Je considère que le premier devoir de l'intellectuel, c'est l'autocritique. C'est parce qu'on est tellement... On se croit très intelligent, on croit maîtriser le monde, on croit le comprendre. Donc, on pense surtout avoir forgé la clé unique qui ouvre toutes les portes. Et il faut se dire non, la clé unique n'ouvre pas toutes les portes. Et donc, l'autocritique, c'est le devoir premier. Je ne suis pas certain que tous les intellectuels se livrent à ce devoir critique. Je cite à plusieurs reprises mon ami Edgar Morin, parce qu'il a été un des tout premiers à se livrer à son autocritique. D'ailleurs, c'était le titre d'un de ses livres parus il y a au moins 50 ans. Vous avez longtemps été qualifié, vous le disiez, d'essayiste libéral, voire ultra à l'époque. Vous avez, engagé et entamé cette autocritique, cette conversion, on peut dire aussi, reconversion? Non, ce n'est pas une conversion, c'est une continuation. J'ai pris les devants en disant que j'étais qualifié d'ultralibéral, ce qui vous a évité de le faire. Je ne vois pas comment un libéral peut être ultra, parce que c'est une pensée modeste. La pensée libérale est une pensée modeste, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas, contrairement à d'autres idéologies, comprendre l'ensemble du monde. Je dis souvent que, dans le meilleur des cas, le libéral, parce qu'il est rationaliste, comprend la moitié du monde. Si on arrive à 50%, c'est déjà pas mal. Et il y a une moitié qu'on ne comprend pas. Hein. Donc c'est ça ma définition du libéralisme. Et à partir de là, mon cheminement consiste de manière sédimentaire à dire, bon, ça, ce que j'ai fait, au moment où je l'ai fait, il fallait le faire. C'est-à-dire quand en 1980,
Je combats, un peu prétentieux, mais disons, la menace soviétique qui est tout à fait réelle en 1980. On dit ça aujourd'hui, ça paraît complètement stupide, mais c'était tout à fait réel. Je pense que les politiques économiques recommandées à l'époque conduisent à l'inflation, c'est-à-dire à ruiner les Français les plus pauvres, à des nationalisations qui détruisent les entreprises. Bon, je combats cela parce que c'est ce qu'il fallait faire, encore plus dans les pays pauvres d'ailleurs. Les pays pauvres, auxquels j'ai consacré finalement la plupart de mes bouquins, sont pauvres parce qu'ils appliquent des mauvaises politiques et des politiques antilibérales. Donc, mais en France aussi? C'est-à-dire Mitterrand, pour vous, oui, mais c'est moins grave. Il était dans le spectre de cette menace soviétique ou pas? En 80. Alors, non, Mitterrand est un des premiers à comprendre que la menace est réelle. Et d'ailleurs, il va s'opposer à cette menace en soutenant l'Allemagne dans sa résistance à l'URSS. Dans le domaine économique, Mitterrand ne commet que des bêtises. C'est pas très grave, les bêtises, ça se répare. Mais vous avez des pays auxquels j'ai consacré beaucoup de temps et beaucoup d'études, l'Inde, la Chine, le Brésil, qui sont victimes de politiques économiques qui les appauvrissent totalement. Et donc là, mes positions libérales et que je vais défendre sur place, si vous voulez, avec acharnement, me paraissent justes. Et d'ailleurs, les événements m'ont plutôt donné raison, puisque ces pays se sont enrichis sans devenir riches pour autant. Bon. Donc on procède par couches sédimentaires. Il y a des acquis, il y a des erreurs. Donc des acquis économiques, des erreurs sur cette notion d'identité, on en a déjà parlé. Bon, maintenant on est dans une étape ultérieure. Bon, l'étape ultérieure, je considère que l'inégalité, qui va être considérablement aggravée par la pandémie, devient le combat majeur d'un intellectuel qui réfléchit à l'économie. Un intellectuel qui réfléchit à l'économie, c'est d'ailleurs presque un oxymore, hein, parce que les intellectuels ne s'intéressent pas à l'économie, moi beaucoup. Donc là, il est vraiment essentiel de définir des politiques économiques et sociales intelligentes, pas des erreurs à la Thomas Piketty qui se croient encore au 19e siècle, si vous voulez, mais des instruments d'intervention qui existent, que j'appelle le revenu minimum universel, on n'a pas le temps de développer, mais qui participent de ce que j'appelle le post-libéralisme. Il faut bien trouver des étiquettes. Hein. Je suis passé de l'ultra au post. Donc maintenant, je suis dans le post. Et pourtant, on va quand même développer un peu sur ce revenu minimum universel. Oui. Guy avec vous, lors de la dernière présidentielle, ce revenu avait son candidat, Benoît Hamon. Il avait ses intellectuels. Piketty, on a bien compris que ce n'était pas sur cette ligne-là que vous rejoigniez Monsieur Capital. Est-ce que cette idée a été mal défendue? Est-ce qu'aujourd'hui, elle pourrait trouver une oreille plus bienveillante? Je vous propose d'écouter les mots d'un ancien président, c'est François Hollande. Il était récemment accueilli avant le Premier ministre Jean Castex sur la plateforme Twitch, plateforme de streaming vidéo en direct. Il était le grand invité politique de Samuel Etienne qui lui a posé la question de ce revenu universel. Le revenu universel, j'ai dit que je n'y étais pas favorable, au sens où il pourrait être attribué à chacun. En revanche, il est absolument indispensable pour les personnes qui sont en difficulté pendant un temps, avec la contrepartie que j'indiquais. Mais on peut y ajouter la dotation à la naissance. Oui. On pourrait dire, alors, chaque personne qui naît en France, oui, l'État lui accorde un petit capital. 10, 20 000 euros, ça fait beaucoup d'argent quand même. Hein. Ouais, mais c'est l'idée, là, on est en train d'évoquer une idée. Ouais. Et puis à 18 ans ou à 20 ans, quand il en aura décidé, ce petit capital qui lui aura été garanti, eh bien, il pourra l'utiliser pour se former, pour faire un voyage, pour acheter peut-être un début de bien immobilier. Ou initier une activité économique, ou lancer une entreprise, ou participer à une action associative, philanthropique, bénévole, etc. Ça, cette idée-là, on reçoit bien des allocations familiales. Ouais. On peut recevoir une dotation à la naissance pour assurer une partie de sa vie. Voilà, cette dotation à la naissance plutôt qu'un revenu minimum universel, c'est une sottise chic. Oui, idée chic et fausse. Le malentendu est total. Le malentendu est total parce que Benoît Hamon, Hollande, etc., imagine ce capital à la naissance. On ne voit pas d'ailleurs qui gérerait le capital. C'est une idée complètement farfelue. Bon. Ou, dans le cas de Benoît Hamon, c'est le revenu minimum universel qui, sous condition, s'ajoute à ce qui existe déjà. Non. Le revenu minimum universel, qui est une idée très ancienne, hein, elle date des années 40-50, il n'y a pas de paire définie. Mais ça reste une idée neuve. C'est une idée neuve et une idée qui n'appartient à personne. Je veux dire par là que le revenu minimum universel est avant tout un projet philosophique.
c'est que le revenu minimum universel remplace toutes les autres allocations. Sinon, financièrement, ce n'est pas possible. Bon. Cela veut dire que les individus sont considérés comme responsables de ce qu'ils vont faire de cette allocation. S'ils ont envie de la boire, ils vont la boire. S'ils ont envie de jouer au loto, ils vont jouer au loto. Et s'ils ont envie d'éduquer leurs enfants, ils éduquent leurs enfants. Il y a eu des expériences qui ont été faites aux États-Unis, en Finlande, qui montrent que les gens font un usage plutôt intelligent de l'allocation qui leur est donnée. Donc en fait, le revenu minimum universel est un substitut, c'est un nouvel état social, si vous voulez, qui ne dit pas « je vous donne cette allocation pour votre logement, je vous donne cette allocation pour faire ceci, je vous donne, comme dit Hollande, cette allocation pour vous acheter une voiture ou un voyage ». Non, je vous garantis un revenu minimum annuel qui financièrement équilibre le budget. C'est au total, ça revient à ce qui est donné aujourd'hui. Mais vous, individu, vous êtes totalement libre de l'usage que vous en faites. Je vous fais confiance. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas la bureaucratie qui affecte cette somme. C'est une révolution philosophique. Et c'est ce que mes amis socialistes n'ont pas compris. Ils essayent de rajouter une couche supplémentaire à ce qui existe déjà parce qu'ils n'acceptent pas la révolution philosophique et intellectuelle qui consiste à faire confiance totalement à l'individu dans le choix et l'utilisation de cette somme, plutôt que de laisser la bureaucratie affecter l'argent en question. C'est clair en deux mots, j'espère. Les inégalités, Guy Sormans, oui. C'est un problème ? C'est un problème fondamental qui ne va que s'aggraver, qui ne sont pas du tout liés à l'accumulation du capital financier, contrairement à ce que dit Piketty. C'est ce qui s'est passé au XIXe siècle, si vous voulez, avec les grandes fortunes capitalistes. Aujourd'hui, les inégalités, ce sont des inégalités entre ce qu'on appelle le capital social. C'est-à-dire qu'on le voit bien d'ailleurs à l'entrée des grandes écoles. Moi, quand je suis entré à l'ENA il y a très longtemps, il y avait des fils d'ouvriers, de paysans, d'immigrés comme moi-même. Aujourd'hui, vous allez à l'ENA, vous allez à la Polytechnique, tout le monde est enfant de polytechniciens, tout le monde est enfant d'énarques. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les élites ont tendance à se reproduire, ce que Bourdieu nous a expliqué il y a très 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 longtemps, et que donc les inégalités, elles sont là à la naissance. Et tout dépend... Il faut être né au bon endroit, il faut être né la bonne année, et il faut avoir choisi ses bons parents. Bon, comme ça n'est pas le cas et que nous n'avons pas cette possibilité, il faut rectifier le tir au départ. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire dès le jardin d'enfant pour stimuler l'intelligence et la créativité va se retrouver tout au long de l'existence. Si vous commencez trop tard, c'est foutu. Dire réserver 3 places à l'ENA pour des enfants d'une famille en difficulté, c'est complètement absurde. Si vous voulez, c'est vraiment prendre le problème trop tard. Donc pour moi, les 2 piliers politiques, je ne sais pas s'ils sont de droite, s'ils sont de gauche, ils sont à ceux qui vont s'en emparer. C'est le revenu minimum universel comme substitut, si vous voulez, à toutes les allocations d'État, et c'est la prise en charge, c'est-à-dire la stimulation des enfants à la naissance, ou presque avant la naissance, la stimulation de la mère qui va avoir un enfant, parce que c'est à ce moment-là que l'inégalité se constitue. Et après, ça devient irrattrapable. En tout cas, l'une n'empêche peut-être pas l'autre. Hein. Les inégalités, ou les unes n'empêchent pas les autres. Les inégalités de capital peuvent se doubler d'inégalités sociales, et le revenu minimum complète aussi, en partie, est un petit don qui va permettre d'essayer de rééquilibrer ça. Je suis volontairement dans l'excès, parce que l'excès, j'adore l'excès, et la controverse, l'excès est la manière de faire progresser les idées. Là où vous avez en tout cas bien raison, c'est de dire que les inégalités s'aggravent, parce qu'un dernier rapport d'Oxfam, à l'occasion de Davos, nous a encore témoigné, avec des riches qui sont encore plus riches depuis un an, malgré la crise sanitaire. Est-ce que vous pensez, Guy Sormans, qu'un libéralisme post-pandémique est possible ? Il est possible s'il se rallie à des idées tout à fait novatrices. Si le libéralisme consiste à radoter les mêmes histoires depuis le XVIIIe siècle en disant le marché va résoudre tous les problèmes, le libéralisme est mort. Il est mort plusieurs fois. Donc c'est pour cela, si vous voulez, que la pensée que l'on appelle libérale, je ne sais pas si le mot est exact, mais on n'en a pas d'autre, la pensée libérale doit absolument prendre en compte, encore une fois, on se répète, ce phénomène des inégalités croissantes dont on n'imagine pas à quel point elles vont détruire les pays les plus pauvres. Le problème central de notre société, c'est l'Afrique. C'est le milliard d'Africains. Si on n'a pas une réponse à la pauvreté du milliard d'Africains, en plus de notre pauvreté chez nous, si vous voulez,
c'est pas le libéralisme qui est mort, c'est la relation entre les êtres, la relation entre les nations, c'est la démocratie, enfin c'est la capacité de vivre ensemble. Vous dites problème, mais c'est en même temps une chance, parce que c'est justement aussi sur ce continent laboratoire que se jouent 1000 possibles aujourd'hui, non? Ouais, mais écoutez, il ne faut pas non plus tomber dans les rêves, c'est l'Afrique, continent d'avenir, etc. Je veux dire, tout a raté en Afrique, hein, du point de vue économique. Il faut être très, très honnête là-dessus. Et tout a réussi ici, Tout dans les pays occidentaux? Tout dépend des critères que vous adoptez. Mais je veux dire, si vous êtes africain et que vous tentez de gagner l'Espagne sur un bateau pneumatique, vous pensez quand même que l'Europe, c'est mieux. Hein. Alors... Bon, vous dressez dans cet ouvrage aussi mon dictionnaire du bullshit, Guy Sormand, vous revenez sur les 6 erreurs du libéralisme et tentez de repenser aussi cette pensée-là qui était jusqu'ici la vôtre. Il nous reste peu de temps. On entend de plus en plus les voix s'élever, celles des partisans de l'effondrement. Vous pensez que c'est ce qui nous pend au nez aujourd'hui, Guy Sormand? Non, pas un instant. Je veux dire, le discours sur l'effondrement, si vous voulez, le discours à la Zemmour, par exemple. La collapsologie aussi. Oui, la collapsologie, etc. Si vous voulez, c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire que le monde était mieux quand j'étais jeune. Ça, c'est encore un bullshit, alors? Ah, totalement. Ouais. C'est-à-dire, la collapsologie, si vous voulez, c'est la confusion entre l'âge de vos artères et l'âge du monde. C'est vieux. Enfin, déjà, vous trouvez ça chez les auteurs romains. C'est-à-dire, le monde s'effondre parce que je n'accepte pas le fait que moi, je m'effondre. J'ai du rhumatisme, donc le monde va mal. Je ne partage pas un instant si vous voulez, cette pensée qui confond l'avenir du monde avec l'avenir de mon corps. Et je ne crois pas un instant, si vous voulez, à ce phénomène de collapsologie. C'est le type même de la pensée bullshit, répétitive. Et votre corps va bien aujourd'hui? Moi, ça va. Merci beaucoup à vous, Guy Sormand, d'être venu autour de cette grande table. Mon dictionnaire du bullshit vient de paraître chez Grasset. Un grand merci à la belle équipe de la Grande Table également qui a préparé et programmé cette émission. À Jean-Christophe Brianchon avec Laura Dutèche-Pérez et Cathy Renaud pour la Grande Table des idées. À Oriane Delacroix et Henri Leblanc avec Valentine Alloin pour la Grande Table culture. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Félicie Faugère et à la technique Nasser Moussaoui. Très bel après-midi à tous sur France Culture.